J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Zaglio Corinne, Madame Alouche Julie, Madame Vaugier Christelle et Madame Mattei Delphine. Nous venons de regarder un reportage, un micro-trottoir réalisé par les jeunes de l'espace jeune du centre social Lagarde. Je voudrais savoir quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre. Je suis d'accord en partie avec ce que les personnes ont dit. Par rapport à quoi? Parce qu'il y avait trois thèmes abordés. C'est aux parents en priorité à donner l'éducation à leurs enfants. Quoi qu'il arrive, l'éducation, c'est à la maison. Oui. Puis ensuite, oui, c'est tout l'entourage. Donc, tous les gens qui peuvent fréquenter, la famille, l'école notamment, surtout l'école, les centres sociaux, tout ce qui va avec. Après, alléger l'éducation, parce qu'on a reçu une éducation trop stricte, pas forcément. Je pense qu'il faut vraiment faire un petit peu C'est le point sur lequel il y avait le plus de divergence oui. dans les témoignages qu'on a. Oui. Non, je pense qu'il faut trouver une juste mesure et reprendre à chaque fois quand ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'interlocuteurs qui permettent justement à nos enfants de gagner en confiance en eux, de gagner des valeurs. Il y a effectivement les centres sociaux, l'école, les moniteurs de sport quand il y a des activités extrascolaires. Donc par rapport à avant, déjà, c'est beaucoup plus d'intervenants et ça donne la chance peut-être aux enfants d'accrocher avec une personne qui va pouvoir les aider à avancer dans la vie. L'éducation, c'est l'histoire de tous. C'est pas simplement l'histoire des parents. On est là, c'est vrai, pour les suivre, petits, etc. Mais lorsqu'ils grandissent, l'éducation, elle se poursuit à l'école, elle se poursuit dans leur expérience, etc. Donc, il faut toujours les accompagner. Et effectivement, c'est ce qui a été dit dans le reportage. On dit beaucoup que l'éducation aujourd'hui est plus compliquée qu'hier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça dépend. Oui. Moi, j'ai deux enfants. J'en ai une de 20 ans qui va faire 20 ans et une qui a 5 ans. Et j'essaye de donner la même éducation et je vois que bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Aujourd'hui, effectivement, on a peut-être plus d'aide, mais les mamans travaillent plus qu'avant. Et il y a un autre facteur qui intervient beaucoup, c'est la télévision et tous les médias connectés qui apportent beaucoup de violence pour nos enfants et ce qui conduit fatalement des fois à des augmentations de violence. Et par rapport aux médias, justement, est-ce que vous pensez que les parents sont suffisamment informés, suffisamment à l'aise avec les médias pour mettre certaines vérifications? Il n'y a pas que ça, il y a aussi le temps qu'on passe devant la télévision, c'est-à-dire qu'avant on n'en passait pas tant que ça et qu'aujourd'hui un enfant doit passer en moyenne 3 à 4 heures par jour devant le poste. Et ça vient des parents? Ça vient des parents, mais ça contribue aussi à l'éducation, parce que dans la télévision on voit des choses. Moi, je vais reprendre un petit peu la même chose, c'est que effectivement l'éducation maintenant, je pense qu'elle n'est pas la même, qu'elle a évolué parce que justement il y a l'intrusion des médias et de tous les réseaux sociaux en fait. Oui. Donc on a un facteur de plus et il faut qu'on fasse avec quoi. De plus, effectivement, dans la famille, souvent on travaille à deux. Il faut suivre les enfants, il faut faire les devoirs, il faut gérer son temps et je pense que c'est plus difficile maintenant. D'après ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que les médias sont une des principales difficultés. C'est dur de rivaliser avec la télé, avec les jeux vidéo, on n'est pas toujours présent à la maison. Parfois, ils sont seuls, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est dur de rivaliser avec les jeux vidéo. Au niveau des fréquentations, est-ce que c'est facile de suivre les fréquentations de ces enfants? Et moi, j'en ai une de 20 ans, donc c'est une fille. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes de dire reste à la maison, quoi que ce soit. Et c'est géré toute seule déjà. Et celle de 5 ans, je pense qu'elle va prendre le même chemin, mais sans lui dire tu restes là, tu sors pas, ou qui tu fréquentes. J'ai pas eu ce problème de fréquentation, quoi que ce soit. Elle savait qu'elle rentrait à telle heure, elle rentrait, et voilà. Donc, maintenant, après,
j'espère que la petite va suivre aussi. Est-ce que ça peut venir de l'autorité? Alors, moi, je ne suis pas très autoritaire, mais c'est vrai, quand je dis un truc, ça écoute. Je ne dis pas 50 fois la même chose, ou des fois, on peut dire 2 fois, mais ça a bien fonctionné, je dirais. Pourtant, c'est pas d'être sévère, j'ai jamais été sévère avec ma grande. Et dans la limite du possible, elle a eu tout ce qu'elle voulait, et de l'autre côté, elle aussi, voilà, ça a été une récompense comme ça, je pense. Est-ce que c'est facile de dialoguer avec ses enfants? Je pense surtout à ceux qui sont plus grands. Les petits, encore ça. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à dialoguer avec mes enfants. J'ai 2 garçons. Et c'est vrai qu'avec le grand, c'est beaucoup plus facile, maintenant peut-être. Mais avec celui de 13 ans, c'est vrai que j'ai du mal à lui soutirer les verres du nez. C'est le cas de le dire. Le grand de 9 ans et demi, c'est le seul garçon. J'ai aussi du mal à lui faire tirer les verres du nez. Il ne parle pas beaucoup. J'apprends beaucoup de choses parce que je discute beaucoup avec les maîtresses ou ses petits copains, voilà. Mais j'ai peut-être un petit peu peur d'avoir des surprises à l'avenir, dans le sens de ne pas être au courant de ce qui se passe. Mais bon, ça c'est la vie, quoi. Je peux pas... Globalement, vous pensez que suivant les âges des enfants, c'est plus ou moins difficile? Plus les enfants grandissent, plus c'est compliqué? Je pense. J'imagine qu'ils ont un jardin secret au fur et à mesure qu'ils grandissent, donc... Quand vous avez des difficultés donc d'éducation, vers qui vous vous tournez plutôt? Ça sera plutôt vers la famille ou le conjoint ou Mon mari. plutôt vers des personnes extérieures? Non. Plutôt vers l'école? Non, mon mari, oui. Je discute beaucoup avec les professeurs, les maîtresses, parce que j'ai un bon feeling avec ces maîtresses-là, que je m'entends bien avec et que je les apprécie en tant que maman et professeur. Mais en général, ça va être une amie ou mon mari. D'accord. Vous ne vous orientez pas vers les professionnels qui peuvent... Non. Déjà, est-ce que vous savez vers qui vous pouvez vous orienter? Oui. Oui, vous en avez connaissance? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Moi, en général, je me tourne vers le papa. Mais bon, en général, il n'y a pas trop besoin, mais j'essaye d'être plus têtue que mon fils. C'est difficile, mais j'y arrive. Est-ce que c'est important de se soutenir dans le couple? Alors là où on a de la chance, c'est que vraiment au niveau de l'éducation, on a les mêmes objectifs. Donc là-dessus, on se suit bien. Et quand il y en a un qui dit quelque chose, l'autre parent écoute. Enfin, souvent, mon fils, ce qu'il fait, c'est quand il vient me voir et que je lui dis non, il va voir son père, il lui redemande la même chose. Et là, évidemment, t'as demandé à ta mère. Donc, bon, il se retrouve piégé et bon, il est bien obligé d'écouter, quoi. C'est vrai que j'ai pas trop de problèmes d'éducation parce que je suis plutôt autoritaire avec mes enfants. Donc le grand, je veux dire, j'ai jamais eu de problème. Le petit tout est un peu plus dur, mais bon, pour l'instant, on arrive à le gérer, on va dire, oui. Donc il y a quand même le caractère de l'enfant qui rentre en ligne de compte. Je pense qu'il y a le caractère de l'enfant. Le grand est très soupolé et donc 20 ans, bon maintenant il fait un peu sa vie, mais c'est vrai qu'il a toujours eu un caractère très bognasse, donc très, très gentil. Et le petit est un peu plus nerveux, donc c'est un peu plus difficile. Mais après, c'est vrai que le caractère de l'enfant est important. Et c'est vrai que dans l'éducation, il ne faut pas que dans le couple on se contredise. Il faut vraiment être en accord. On dit qu'on vit l'époque de l'enfant roi. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que un peu oui, moi je vais dire. Parce que moi j'ai ma fille qui a une pathologie et du coup on va lui laisser plus de choix de faire les choses. Mais on est en train de la recadrer au fur et à mesure, lui dire ah ben non, t'es pas la reine, t'as quelque chose, ben oui mais tu vis avec et ça fait partie de toi, mais il y a des règles à respecter. Dans l'éducation, la frustration doit aussi exister. Parce qu'un enfant qui n'est pas frustré, ça devient un adulte pour qui il n'y a aucun interdit. Et ça peut être dangereux. Je pense aussi qu'il faut savoir dire non de temps en temps. C'est essentiel parce que justement, il faut qu'ils aient des barrières, un garde-fou. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses à faire, d'autres à ne pas faire. Et enfant roi, oui, c'est un peu notre société qui le veut aussi. Hein. Mais après, il faut, nous, être vigilants. Par rapport à l'éducation nationale, est-ce que vous participez bien avec les enseignants à l'éducation de vos enfants? Est-ce que vous vous sentez soutenu dans l'éducation de vos enfants? Est-ce que vous vous trouvez suffisamment impliqué? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez un peu à l'écart? Je fais partie de l'association des parents d'élèves du collège Stéphane Mallarmé.
Et c'est vrai qu'il y a une vraie cohésion entre les parents et le collège. Donc on est présent dans le collège, on est bien accueillis. Et oui, les enseignants, l'administration, tout le monde est à l'écoute des parents. D'accord. Donc, moi, je regrette juste quelque chose, c'est que souvent, les parents maintenant ont tendance à se reposer de plus en plus sur les enseignants. Et c'est pas vraiment leur rôle. On a bien dit au début de ce plateau que c'était les parents qui étaient le socle pour éduquer les enfants. Et les enseignants ne peuvent pas faire que de la discipline quand ils sont en cours. Bien, je vous remercie pour tous ces témoignages, tous vos témoignages. Nous voyons bien que l'éducation, c'est quelque chose de compliqué, que bien souvent, il y a des professionnels qui peuvent aider. Et donc, ce sera l'objet de notre prochain plateau télévision. Donc, je vous remercie de votre participation. Et je vous propose d'écouter le second plateau télé. Pour ce second plateau, j'ai le plaisir d'accueillir 3 professionnels de l'éducation, à savoir Madame Boitard-Paulette, vous êtes psychanalyste et thérapeute familiale, Madame Chaffot-Pascal, vous êtes principale du collège Mallarmé, et Monsieur Fauguet-Henri, vous êtes sociologue. Je voudrais, avant de commencer à débattre, que vous me disiez qu'est-ce qui vous a fait réagir dans ce petit reportage. Donc c'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'avant. Il y a des moments sans doute, hein. Il y a des événements. Je veux dire, la chute de Massalia par les Romains ou au moment de la Shoah ou autre. Bon, bien sûr, il y a des événements qui peuvent être extrêmement traumatisants, mais sinon, en temps de paix, grosso modo, c'est toujours compliqué et c'est peut-être on va essayer de débattre de ces choses-là, de ce
nous, on croit savoir ou ce qu'on essaye de faire pour essayer de lier les différentes éducations, mais de toute façon, ça restera toujours l'affaire de l'enfant. Hein. Ce que je sais aussi dans ma pratique, c'est que les parents ont plein de possibilités, plein de bon sens et qu'il faut miser là-dessus. Quelquefois, ils rencontrent des difficultés. Peut-être qu'à certains moments, ils ont besoin d'un soutien, d'un appui, d'un accompagnement. Dans l'expérience que nous menons avec la communauté éducative du Collège Mallarmé, sur des actions très précises, nous essayons d'être en synergie totale, de façon à ce que la prise en charge soit la plus complète possible et avec les objectifs que nous souhaitons le plus commun et partagé entre la communauté éducative, les familles et toutes les structures, en l'occurrence en particulier les centres sociaux présents sur le territoire, de manière à ce qu'il y ait une guidance dans le même sens pour que notre jeune enfant, notre jeune élève se retrouve un adulte accompli, armé, pour être heureux dans sa vie d'adulte sur notre territoire national. Monsieur Fouguet, donc vous êtes sociologue, maître de conférence avec une expérience à l'international sur des questions éducatives. Pourquoi, depuis une cinquantaine d'années, notre société a fait émerger autant de métiers spécifiques à l'aide à l'éducation ? Ça, c'est plutôt l'économie de marché qui sans doute explique ces choses-là. Il n'y a pas que l'éducation qui fait émerger des métiers. Hein. Je ne pense pas que ça soit lié à des difficultés particulières qu'on rencontrerait aujourd'hui. Excusez-moi, mais pourtant, il me semble qu'il y a quelques années en arrière, on se posait moins de questions sur l'éducation. Oh, je ne crois pas. Je pense que les possibilités de débat, de médiatisation, et puis le niveau culturel et scolaire de l'ensemble de la population est différent. Donc, évidemment, on est plus aujourd'hui, heureusement, à considérer qu'on peut parler d'éducation. Il existe encore aujourd'hui des catégories de Français, de gens qui vivent ici, qui ne se sentent pas légitimes pour parler d'éducation et surtout d'éducation scolaire. Hein. Donc, il y a effectivement des populations qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, on ne les voit pas dans la classe. Donc les établissements scolaires n'en parlent pas, mais pourtant ils souffrent. Ceux-là, oui, il n'y a pas trop de métiers pour ces gens-là. Sur les inégalités, justement, socio-scolaires, hein, la France n'est pas mauvaise, elle est dans la moyenne. On dit beaucoup de sottises, hein, dans les médias sur d'un seul coup tout est fichu, tout est foutu, et ainsi de suite. Bon, on n'est pas les meilleurs du monde, ça fait un choc à notre ego, mais on est dans la moyenne et c'est pas si mal que ça. Hein. Mais en revanche, là où on est les champions du monde, c'est sur la différence entre les plus faibles et les plus forts. La difficulté, c'est pas le niveau des élèves, entre guillemets, mais c'est le fait de faire coexister des enfants qui sont en grande difficulté avec des enfants qui sont en grande réussite. Ça la France, malheureusement, et c'est un constat qui n'est pas fait par moi, hein, qui est énoncé aujourd'hui mondialement. On est effectivement les plus mauvais du monde. Alors, ça, certains pays, tels que la Finlande, hein, qu'on connaît bien maintenant, il y en a d'autres, font pas ça. Quand j'ai eu la chance de travailler à la fac en Finlande, il y avait effectivement un respect fort des fonctionnaires, de la fonction publique, pas que des enseignants. Hein. Les impôts étaient plus élevés qu'en France, et là-bas, personne criait parce qu'on voyait concrètement que ça servait à améliorer la vie quotidienne. Et donc, comme par hasard, hein, mais c'est pas un hasard, l'école finlandaise est la meilleure du monde. Mais il n'y a pas de méthode finlandaise, mais il y a une société finlandaise, je crois, quoi. Et la société française, malheureusement, est beaucoup plus inégalitaire. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il est dit que les jeunes sont plus irrespectueux aujourd'hui qu'avant. Ils sont plus inciviques, parfois ils sont violents. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un constat que vous avez fait? Et de quoi cela provient-il? Apparemment, peut-être de problèmes sociaux. Ça dépend ce qu'on appelle, encore une fois, un civisme, non-citoyenneté, et ainsi de suite. Sur la citoyenneté, par exemple, la France est très bien placée, puisque la citoyenneté, c'est avant tout
le fait de se mobiliser dans les associations pour permettre de vivre ensemble. Il y en a beaucoup en France, énormément. Il y a une mobilisation et des jeunes aussi. Enfin, là on en voit ici, mais on en voit partout. Il y a vraiment une possibilité, une potentialité de citoyenneté dans la jeunesse française qui est vraiment remarquable, alors que dans bien d'autres pays, c'est pas comme ça. Alors, sur les actes de violence, par exemple physique, ça régresse régulièrement. Il y a un observatoire national de ça, et puis on a à Aix un observatoire de la délinquance qui est à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Bien sûr, ça va mieux qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'on sait faire. La société est plus civile qu'avant, elle est moins violente qu'avant. Mais pour savoir comment faire pour que, effectivement, le gros des problèmes, c'est-à-dire les inégalités, baisse, alors ça, c'est plus compliqué. Donc, dans le reportage que nous venons de voir, il est apparu que le parcours des parents avait une large incidence sur l'éducation donnée aux enfants. Les problèmes d'éducation seraient donc liés au départ aux parents ? Je ne dirais pas directement comme cela. Très rapidement, nous nous rendons compte que c'est l'être ensemble qui est difficile. Et cet être ensemble, il est lié, en effet, aux questions de l'origine, à quelque chose qui pourrait être un débat intérieur sur justement la transmission. Est-ce que je fais pareil que mes parents ou est-ce que je fais différemment ? Ces enfants-là me mettent en difficulté. Ce ne sont pas des enfants... Comme j'étais moi-même un enfant, comment je peux m'y reconnaître ? Ce sont des questions qui sont la plupart du temps là. Alors il y a la question de la violence, bien sûr, parce que lorsque dans une famille, les choses ne se disent pas, les origines surtout. C'est pour ça que j'étais sensible à la question de la transmission. La transmission, c'est pas... J'entendais bien que ce dont il était question, c'était une transmission directe, de valeurs, etc. Nous travaillons aussi sur une transmission beaucoup plus souterraine, si je puis dire. C'est qu'est-ce que l'on dit de nos origines, qu'est-ce que l'on en dit à nos enfants de nos origines, quel roman familial nous leur racontons, pour qu'ils puissent se reconnaître, pour qu'ils puissent, à leur tour, en prendre un élément qui va leur servir un peu de colonne vertébrale et d'identité. Voilà, mais ça se construit dans un groupe qui est constitué de la famille et des deux thérapeutes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour savoir, parce que nous ne savons pas. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que les parents ont un savoir-faire qu'il faut simplement qu'ils reconnaissent. De plus en plus, les familles vivent à un rythme effréné, surtout les parents qui travaillent. C'est très difficile de faire garder ses enfants, c'est très difficile. Donc ces enfants sont souvent à la garderie. Est-ce que c'est positif pour eux d'avoir finalement diverses autorités, d'être confrontés à diverses autorités, ou au contraire, est-ce que ça complique l'éducation ? Je crois que c'est très important qu'il y ait des adultes, alors que ce soit la communauté éducative ou autres, qui viennent montrer d'autres modèles. Oui, je crois que l'enfant a besoin de s'étayer en dehors de l'école, à condition qu'il sente que les parents ouvrent la porte. Je crois que c'est important aussi qu'ils sentent qu'ils ne sont pas en déloyauté quand ils vont vers d'autres adultes, que la famille accepte, qu'ils connaissent d'autres choses, et d'autres espaces. Savoir ce que l'enfant fait, ça c'est une question complètement complexe dans les familles. C'est-à-dire comment trouver le juste milieu, d'être au contact le plus proche de l'enfant pour quand même avoir un œil sur son évolution, et en même temps lui permettre d'avoir son jardin secret, c'est-à-dire qu'il puisse penser par lui-même. Ça, je crois que c'est très important. Et dans les familles, trouver cet équilibre, c'est compliqué. À l'intérieur de groupes sociaux, à l'intérieur de classes sociales, à l'intérieur de la même famille, qu'est-ce qu'il y a comme différence et pourquoi ? C'est lié à l'enfant.
c'est lié à l'enfant. Maîtriser vraiment ce que vraiment va faire toute la famille et penser qu'on va pouvoir maîtriser l'éducation de l'enfant, je pense que c'est une erreur. Et puis un mur, quoi. On fonce dans le mur. Je pense qu'il faut se donner les moyens de proposer aux enfants des possibilités éducatives. Donc la multiplicité des lieux d'éducation ne me pose pas de problème, à condition qu'il y ait effectivement des discussions entre ces territoires. Ce qui est vrai, c'est que c'est l'enfant qui décidera, et donc il faut lui proposer des ressources et des adultes capables de le faire grandir, et pas simplement des dispositifs. Ça, j'y crois pas trop. On en a plein de dispositifs qui n'ont pas fonctionné. Les principaux problèmes que vous rencontrez avec les collégiens? Je rebondirai sur les propos de monsieur en disant qu'en fait, on est sur un territoire qui est énormément inégalitaire. Autant, effectivement, en termes de violence, les indicateurs qui sont les indicateurs nationaux sont plutôt, on va dire, une augmentation vers une pente positive. Autant, effectivement, on a dans le registre entre incivilité, on va dire, civilité, civisme, citoyenneté, si on choisit la gradation, on en est souvent à relever de très nombreux actes d'incivilité. C'est pas en soi que les choses nous préoccupent, parce que c'est plutôt l'ordre de la réponse que nous avons à donner. Et là-dessus encore, nous expérimentons, nous travaillons en équipe, nous sollicitons toutes les forces vives pour résoudre ces problématiques. La principale des forces vives, elle a été donnée, et vous l'avez cité sur le premier plateau en avant, ce sont les familles. Et lorsque la synergie, lorsque la réponse est totalement partagée, je suis plutôt optimiste sur la guidance qui est offerte aux jeunes. Nous allons terminer ce plateau puisqu'on nous fait signe. Vous pourrez continuer ensuite à débattre avec le public sur ces questions. Je ne peux m'empêcher de terminer ce plateau en citant une pensée africaine. Dans l'éducation de nos enfants, nous avons absolument besoin du soutien d'autres personnes. Nous disons, il faut tout un village pour élever son enfant. Donc je vous laisse cogiter sur cette pensée. Je vous remercie pour votre participation, je remercie le public et puis je vous laisse partager ensemble. Merci.